Salut, merci d'être là. Aujourd'hui, un sujet qui va sûrement vous interpeller d'une façon ou d'une autre, peu importe qui vous êtes, le rôle que vous avez. Et assurément, si vous écoutez le podcast, c'est que le titre vous a interpellé, le leadership conscient. On va explorer ça sous un angle qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre ou de lire ou d'écouter sur ce sujet. Pourquoi? Parce que, à mon sens maintenant, si on souhaite si on souhaite, l'idée de façon consciente, et quand on dit l'idée, on pense rapidement ou tout de suite au fait de l'idée les autres. Si on veut l'idée d'une façon consciente, il faut commencer à explorer l'essence même de ce qu'est le leadership. Et ça, je trouve que on le fait pas du tout ou on le fait maladroitement. Le leadership, il est souvent expliqué, parlé, enseigné, coaché dans un cadre qui est très académique, dans un cadre qui est très axé sur le comment on devrait s'y prendre, les actions qu'on devrait poser, les outils qu'on devrait utiliser pour l'idée, une équipe, des gens, une personne, dans une direction quelconque. Et bien que c'est pertinent, que c'est utile, je pense qu'on manque justement l'essence de où ça part, le leadership. Et c'est ce que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui. Je viens tout juste de l'enregistrer en anglais. Je me disais, on va faire un podcast autour du sujet, ça va être pertinent, ça va être bon. Ça a été tellement bon que je pense que ça s'est transformé en un masterclass finalement. Au bout d'une heure, j'arrêtais pas de parler. Alors, voyons comment ça va sortir en français. L'intention, et c'est la même, et c'est justement de vous amener à découvrir un autre angle sur ce qui est le leadership conscient et par où on devrait commencer à y réfléchir, à le transformer, à le mettre en action, à tout ça. Alors, on va faire ça old school, comme si on avait une conversation ensemble, vous et moi. J'enregistre le podcast puis je le publie sur différentes plateformes. Avec Spotify, il y a la possibilité d'avoir la vidéo en même temps que l'audio. Alors, si vous me voyez, salut. Et on va faire ça old school. Je vais vous parler. J'ai pas de support autre que quelques notes dans mon cahier. J'ai même plus ma tablette électronique. J'ai un cahier papier maintenant. J'ai 7 notes, en fait, dans mon cahier. Et je vais peut-être regarder de temps à autre pour m'inspirer. Mais c'est dans le style que j'aimerais qu'on l'approche. Conversation, comme si on était assis ensemble, qu'on buvait notre thé ou notre café, et qu'on parlait de leadership conscient. Alors, par où qu'on commence cette exploration? On va le commencer ici. Who's leading? C'est la note du milieu, mais j'ai mis un 1 à côté parce que je voulais commencer là. Qui lead réellement? Alors, si je vous pose la question qui lead, intuitivement ou automatiquement, vous allez me dire, c'est moi. Et vous avez raison. On va aller plus loin que ça. Imaginez-vous dans votre posture de leader, et peu importe le style de leadership dont on parle, vous pouvez peut-être être un employé, un papa ou une maman ou un grand-parent qui écoutez, et vous leadez aussi. Donc, si vous vous positionnez dans une mémoire ou une situation où vous avez à l'idée quelque chose, quelqu'un, un projet, une équipe, peu importe. Si je vous demande justement, dans cette situation-là qui vous vient à l'esprit, qui lead? Qui lead vraiment? Et pour répondre à ça de façon adéquate, il faut éplucher un peu l'oignon. Il faut aller voir comment et pourquoi je décide de réagir,
de dire ou de porter action dans un sens ou dans un autre. Et le shift dont je vous parlais d'entrée de jeu, à savoir qu'on va explorer la conversation sous un autre angle, ben, il commence ici. On n'est pas dans le comment, là. Quand je vous demande qui lead vraiment, il faut aller explorer le pourquoi je lead comme ça. Et pour expliquer le pourquoi de comment je lead un projet, une équipe, une personne, moi-même, ma famille, des amis, peu importe, mais il faut avoir une compréhension de qui pas de, il faut avoir une compréhension de ce qui nous motive à l'idée de la façon dont on le fait et comment ça s'est installé, tout ça. Donc, je vous explique ça dans d'autres mots. Dans chaque situation qui vous est présentée, que ce soit avec une personne, une équipe, avec vous-même, peu importe, on va filtrer ce qui nous est présenté, la situation, la circonstance, la personne, j'utilise l'analogie des lunettes, par les lunettes que l'on porte. Les lunettes que l'on porte, elles ont tous une teinte. Et chacun de nous a une teinte différente. La teinture, je ne sais pas trop, de la lunette, elle s'est créée par tout notre bagage, toutes nos expériences personnelles. Jeunes, moins jeunes, jeunes adultes, peu importe, on vit tous des expériences au courant de notre vie. Et ces expériences nous forgent. Tout spécifiquement, celles qui passent moins bien. Les expériences qui accrochent un petit peu en dedans, on a tendance à les garder avec nous et à jouer avec. On joue avec ces expériences-là et ça vient teinter les lunettes, justement. On peut parler de schéma, de conditionnement, d'habitude, de pattern, de trauma, de jugement, de comment on voit les choses. Tous ces mots-là, là, on peut tous les mettre dans le même panier et se dire que ils ont été teintés par justement les expériences que l'on a vécues et qui ont passé dans de nous et qu'on a gardé là. C'est comme si on les parce qu'ils nous marquent, ils nous blessent, ils nous attristent, ils nous font de la peine, ils nous créent de la colère, ils nous créent de l'angoisse, de l'anxiété, du stress. Et ça laisse une marque, ça laisse une fréquence en dedans avec laquelle on joue. Il y a deux choses avec lesquelles vous allez vous mettre à jouer avec ces expériences-là. Votre tête et votre cœur. L'expérience passe, elle arrive. La vie est ce qu'elle est. La vie va nous présenter un paquet d'événements, d'expériences, parce que c'est la vie, c'est ça qu'elle fait. Hein? It's a happening place, so things are going to happen. Alors les choses arrivent, elles se présentent, elles passent à travers nous. Si je peux dire ça comme ça. Nos sens, notre ouïe, les yeux, nos sens, tous nos sens prennent ce qui passe. Et là, c'est filtré par notre cœur et notre tête. Ils ont tous deux des fonctions miraculeuses. Hein? Notre tête, c'est un instrument de génie. On a envoyé des gens sur la Lune. C'est absolument merveilleux ce qu'on peut faire avec notre tête. Mais à l'inverse, ça peut bousiller les affaires pas mal aussi. Et c'est le pouvoir qu'on a. Notre esprit est
si créatif, si génial, et à la fois peut nous tourmenter comme ça se peut pas. Donc justement, les petites expériences arrivent, passent à travers nous, ça accroche, on se met à juger, on se met à étiqueter, on se met à avoir un paquet de pensées en lien avec ce qui vient d'arriver. Ça peut réveiller une vieille habitude, ça peut activer un vieux pattern qui était en dedans ou un vieux trauma qui dort. Et là, l'esprit commence à s'emballer avec ça. Et pendant que l'esprit fait ça, ben, le cœur, lui, a aussi sa fonction. J'ai enregistré dans un podcast, à un moment donné, le fait que tout a sa fonction hein, dans l'univers. Et là, je comparais, je disais, un grille-pain rôti des grilles, des rôtis, fait rôtir des rôtis, des pains, je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Toaster, toast, bread. Alors, c'est sa fonction. Ben, la tête, sa fonction, c'est de créer des pensées. J'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, elle est capable de faire ça toute seule. La même chose pour le cœur. Le cœur, sa fonction, c'est de générer des émotions. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, il est capable de faire ça toute seule. Et ces deux-là travaillent souvent ensemble. Ils sont des complices intéressants. Positivement comme négativement. Alors, les expériences arrivent, on les laisse pas passer complètement. On s'accroche, on s'attache, on commence à manipuler, à essayer de contrôler, on juge, on identifie, on critique. Là, tout ça, ça se passe là, en dedans. La tête se met de la partie, quelque chose à dire. Cercle vicieux commence. Le cœur, lui, une émotion à partager. La tête entend l'émotion. La voix, l'observe, je sais pas trop, whatever, comment vous voulez le formuler. Et là, ça travaille ensemble. Et moi, j'appelle ça la spirale vicieuse. Quand on tombe dans le panneau de ce que notre tête et notre cœur ont à dire à propos d'un événement qu'on ne laisse pas passer, ben là, le cercle vicieux commence. Il y a deux choses qui vont arriver. Ça peut être tellement inconfortable qu'on va jeter ça par en dedans, on ne veut pas y toucher. On va laisser ça là. Ou on va se mettre à jouer avec, puis on va rendre cette spirale-là ou ce vortex-là encore plus fort. Et c'est ça un peu hein, notre mode de fonctionnement hein, comme humain. Et là, ben, inévitablement, quand on revient dans notre posture de leader et qu'on comprend ce que je viens de vous expliquer, ben, faute d'avouer que celui qui lead, c'est celui qui est en dedans qui fait tout ça. C'est celui qui a les lunettes teintées de tous ses schémas et ses conditionnements et ses vues et ses opinions et ses jugements et ses patterns et ses habitudes et ses traumas et toutes ces patentes-là. C'est ça, les lunettes avec lesquelles on filtre les événements et les expériences qui viennent à nous et qu'on lead. Et qu'on lead non seulement les autres, mais d'abord qu'on lead nous-mêmes. Comment on peut penser leader les autres quand on ne sait même pas se leader soi-même? Souvent, je la dis souvent, celle-là, dans certains podcasts ou en entreprise. Comment on peut penser leader les autres quand on ne sait même pas se leader soi-même? Et là, ouais, il y en a qui vont dire, ouais, mais je sais très bien leader les autres parce que j'ai appris à comment le faire, machin. OK, fine, oui. Mais il n'en demeure pas moins que l'acte externe de leadership est motivé ou influencé par les lunettes que l'on porte et comment on voit les informations, l'expérience, les événements qui arrivent à nous avant de poser geste ou porter parole. Donc celui qui lead, c'est ça. Et c'est souvent pas celui qui a le plus de clarté ou celle qui a le plus de clarté. C'est celle qui
a ses lunettes teintées de bien des couches d'expérience et de conditionnement et de vue, d'opinion et de jugement et de conditionnement et de pattern et de schéma et de trauma et tout ça. Je sais que je me répète, mais you gotta get this, really. That's the root cause of suffering. And it's the root cause of how you're leading. C'est la racine, c'est la cause de comment vous allez engendrer un effet dans votre acte de leadership. On dit souvent que tout est cause à effet, mais ouais, ça va être ça aussi dans votre leadership. Donc pour moi, impossible de parler de leadership, encore moins de leadership conscient, si on ne va pas plonger à l'intérieur. Le leadership conscient n'est pas un acte externe managérial, c'est un mouvement interne de son propre leadership qui va ensuite produire quelque chose d'externe pour soi, les gens qui nous entourent, ceux qu'on lead au travail ou pas, whatever, ça n'a plus d'importance rendu là. Donc de leader consciemment, si vous voulez vraiment parler de ça, il faut aller aux racines de comment je me lis moi-même. Est-ce que je me lis moi-même avec conscience? Leadership conscient. Est-ce que je lis avec conscience? On parle de là, right? Et la réponse est souvent non. On pense que oui, mais en réalité, on est influencé justement par tous ces voiles ou tous ces teintes que l'on a cumulés avec le temps par nos expériences. Et c'est eux qui motivent comment we're showing up. Petite gorgée d'eau, excusez-moi. Donc c'est ça, le leadership conscient. Si on veut donner une vraie définition à sa source, il faut commencer à regarder justement qui lead. Il faut être honnête. Il faut être vraiment, vraiment honnête et de prendre le temps d'observer comment je réagis, comment je danse avec les situations et les expériences qui sont présentes en moi, qui me demandent un certain leadership. Et si on est honnête, on s'assoit et on les observe, on va voir que justement, on les aborde avec les teintes et le voile de notre ego. Si vous voulez parler d'ego, allez voir le podcast sur le vortex de l'ego. On parle juste de ça, mais avec les explications qu'on vient de se partager, vous avez de quoi saisir, là. L'ego, c'est quoi? C'est justement tous ces mots que je répète depuis tantôt, là. Ces jugements, ces critiques, c'est cette espèce de fausse identification qu'on s'est créée, ces patterns, ces habitudes, on s'est créé une identité basée sur toutes les expériences que l'on a vécues jusqu'à date, et principalement ceux qui ont chopé en dedans, puis qu'on a gardé là, et qu'on joue, et avec lesquels on joue, et qu'on n'est pas capable de se débarrasser. C'est ça, le voile de l'ego, et c'est celui avec qui on lead généralement. Pour transformer ça, il faut faire un voyage en dedans. Il faut aller justement voir c'est quoi ces blocages, c'est quoi ces sources de réaction, puis de douleur, puis de souffrance, puis de colère, puis de désir de manipuler, puis de contrôler, puis pourquoi je réagis ainsi. Il faut aller voir d'où ça vient. Là, on n'est pas dans le comment, là. Il faut aller voir le pourquoi. Pourquoi c'est là? On n'a pas besoin de faire une grande analyse non plus, là. J'en ai fait des psychologues, des psychiatres, et c'est correct, c'est bon, c'est parfait. Mais on n'est pas obligé d'aller faire une grande analyse pour comprendre qu'à la fin de la journée, ce qu'on a fait, c'est ce que je vous ai expliqué. On n'a pas réussi à processer adéquatement, parce qu'on ne nous l'enseigne pas anyways, les expériences
qui sont venus à nous et on les a bottled up, on les a encanés, on les a canés, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, en nous, pour soit les enfouir, pour pas les toucher, puis pas aller jouer là parce que ça fait trop mal, puis on veut pas aller jouer dans ce terrain-là, ou ben, ils refont surface et on s'amuse à jouer avec dans une espèce de spirale vicieuse. Et à chaque fois que c'est réactivé, parce que c'est encore en dedans, c'est vivant. Hein, moi, j'utilise la spirale, justement, pour bien visualiser. Là. Ça tourne, cette affaire-là. C'est une énergie, en fait. Hein? Toutes ces expériences-là qu'on a emmagasinées. C'est une énergie, puis ça tourne en rond. Ça a une certaine fréquence. Puis là, quand il y a quelque chose qui arrive de l'externe, qui vibre à peu près à la même fréquence, à la même énergie, pouf, ça vient poker cette spirale-là. Elle s'éveille, elle se met à retourner un peu plus vite. Et là, ça tourne, et là, on se met à jouer avec. Ça crée un autre vortex. Et ça reste là. On s'en débarrasse pas pendant qu'on fait ça. La tête a quelque chose à dire, le cœur a une émotion à faire vivre. Et ça tourne, ça fait ça. Le vortex est reparti. Parfois, il peut être fort, ça peut être une vraie tempête. Et c'est vicieux. On joue là-dedans. Ça reste là. Puis là, c'est un moment, ça se calme. Jusqu'à temps qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, qui vibre à la même fréquence, puis là, ça repart. Et la même histoire se reproduit tout le temps. Alors, si on veut l'aider, notre vie, les gens qui nous entourent au travail, les gens avec qui on a le blessing de travailler ou de l'idée, ben, inévitablement, il faut aller visiter ces spirales-là. Il faut juste comprendre pourquoi ça marche, comment ça fonctionne, cette bébête-là, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et que vous vouliez l'analyser en fond et en comble ou pas, at this point, it's irrelevant, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'aujourd'hui, comment je veux l'aider ma vie ou comment je veux l'aider les autres, je peux choisir ou je peux décider que cette spirale-là, c'est plus elle qui va mener le jeu. Faut que je la laisse passer. Et peu importe ce qui s'est passé dans mes expériences antérieures, ben, ne va pas mener ou dicter comment je vais vivre cette expérience-ci. Le vrai changement, il est là. I don't want you to cope. Je ne veux pas que vous soyez capable de gérer les affaires. Je veux que vous soyez libre. Je veux que vous soyez capable de vivre tout ce qui passe sans être mené ou guidé par ces vieilles blessures, ces vieilles affaires-là, puis le voile de votre ego, puis toutes les patentes qu'on a parlé tantôt. C'est possible, ça, vous pouvez le faire. Il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a qui le font aujourd'hui, et vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pas vrai que ce qui s'est passé il y a 25 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 45 ans, ou il y a 50 ans avec maman, ou un ami, ou une ancienne femme, ou whatever, va dicter votre vie. Ça fait 50 ans que c'est arrivé, là. C'est assez. On passe à autre chose. Là. C'est pas vrai que ça va rester là tout le temps. Ça peut s'effacer. Ça peut partir. Ça peut être clean en dedans. Ça peut être propre. Et donc, pour l'aider notre vie et les autres, ben, il faut faire ça. Il faut faire ce travail-là. Il faut faire cette exploration-là. Et ça, c'est très conscient. J'ai une note ici. Parce que pour moi, quand je pense au leadership, c'est toujours ça qui s'en va en premier. Leadership égale cœur. Ben oui. Le leadership, c'est l'amour. Quand on me demande en entreprise ou en coaching ou dans une entrevue, des fois, c'est quoi le leadership? Ben, le leadership, c'est de l'amour. Je ne peux pas le voir autrement maintenant. Parce que, justement, si on veut leader notre vie et les autres
avec clarté, avec conscience, avec justesse. Mais il faut faire ce voyage dont on vient de parler. Et pour faire ce voyage, pour aller visiter ces spirales, les transformer, les même transmute them, les transmuter, grand mot pour moi en français, eh bien, il y a assurément de l'amour qui va devoir être injecté là-dedans. How can it be any different? Comment ça peut être autrement? Tous ces spirales, in English, I often call it your stuff. Toutes nos cochonneries en dedans, là, qui teintent nos lunettes, qui créent le voile de notre ego, hein, si je réutilise des différents termes pour que vous puissiez coller avec le message que je vous partage. Tout ça, ça a été créé par de la peur. Oui, mon coach, Alan, qui m'a toujours dit, quand Alan me disait quelque chose, j'avais tendance à écouter. Après 35 livres et 40 ans à faire du coaching à l'international, j'écoutais quand Alan me disait quelque chose. Alan me disait, there's only two voices, Max. Il y a juste deux voix. La voix de la peur ou la voix de l'amour. Et voix, vous pouvez l'écrire V-O-I-E ou V-O-I-X, c'est pareil. La voix de la peur ou la voix de l'amour. La voix de la peur, elle crée les spirales. Elle les emmagasine. Elle fait en sorte que la tête va jouer dedans, le cœur a quelque chose à dire. Elle joue là-dedans, ça spinne et ça spinne fort. Et pour dénouer, pour laisser passer cette spirale qui est ancrée dans de la peur, ben il faut utiliser son contrepartie. Hein, c'est comme le yin et yang, le yin et yang. Oui, la lumière et la noirceur, les contrastes dans la vie. Ben, pour faire passer ça, il faut écouter et suivre l'amour, la voix de l'amour. Donc, nécessairement, pour moi, le leadership conscient demande une grande dose d'amour. C'est le secret sauce, hein? C'est l'élément magique dans le leadership conscient, l'amour. Et ça commence en dedans, encore une fois. Est-ce que je suis capable d'injecter la dose d'amour pour, oser aller voir ce qui se passe là? Parce que déjà, on n'ose pas aller là. Hein? Souvent, d'abord, on n'y pense même pas. On n'est pas conscient de ça. Puis ça, c'est pas de jeter la pierre sur personne. I'm not schooling you. On est où on est et on évolue à notre propre rythme, à notre propre stade. Et on est, des fois, on n'est juste pas là. On n'en est pas conscient. Et à un moment donné, ben justement, on arrive à une prochaine étape où là, on en est conscient, puis il faut oser aller voir ce qui se passe. Il faut oser écouter, il faut oser observer. Il faut oser dire les vraies affaires. The real thing is, I'm a mess inside. We're probably all a mess inside. Last time I checked. Ça va pas toujours bien en dedans, et c'est pas toujours la paix en dedans. Ça commence là. Est-ce qu'on est capable d'injecter suffisamment d'amour pour aller objectivement, honnêtement regarder ce qui se passe en dedans? Et après, oser maintenir le cap. Actually, c'est une de mes notes. Remain at the helm. Dans le sens où, quand on en arrive là, à se dire, OK, moi, je veux leader ma vie de façon très consciente. Je veux leader les autres de façon très consciente. Je suis prêt à observer ce qui se passe en dedans. Je suis prêt à prendre, justement, en exemple, les situations, les expériences qui viennent à moi, puis à les regarder pour ce que c'est, puis à dire, OK, ouais, là, j'ai réagi de cette façon-là, ou j'ai dit telle chose, parce que si je regarde vraiment là en dedans, ben, une petite voix qui est partie, puis qui a commencé à
à critiquer ou à juger ou à faire des siennes. Je l'ai écouté. Je suis parti avec ça. Là, mon cœur avait quelque chose à me faire vivre. Ouf, je me suis accroché à ça aussi. Ça a amené une autre émotion. Je me suis accroché à celle-là aussi. La tête a commencé à me dire ah non, non, mais là, pas pour te sentir comme ça, là, t'as déjà travaillé là-dessus, c'est pas vrai que ça va se passer comme ça. Ah, c'est pas. Je peux pas croire que t'es encore en train de gérer cette situation-là. Il me semblait que t'avais réglé ça. C'est ça qui se passe en dedans. On a un discours, une espèce de internal narrative qui nous amène dans cette spirale vicieuse. Et si on n'est pas capable de regarder objectivement, honnêtement ça, ben déjà, le travail n'est pas commencé. OK? Première chose. Du moment qu'on passe à une prochaine étape et qu'on commence à l'observer, ben là, est-ce qu'on est capable de rester à la barre, maintenir le cap? Ça va prendre beaucoup de willpower, de volonté pour faire ça. Parce que c'est pas le fun. It's not an easy journey. C'est pas un chemin. Le chemin spirituel, it's not all rosy. Là. De vouloir aller chercher, de vouloir passer à travers ce qu'on doit passer pour se libérer, pour être en paix en dedans, pour être en harmonie, pour être en amour avec nous-mêmes, les autres, la vie. Il y a un ménage qu'il faut qu'il se fasse. Il n'est pas facile à faire, ce ménage-là. Est-ce qu'on a assez de volonté pour garder le cap? De vouloir transformer ce qu'il y a à transformer? Ça, c'est peut-être que j'ai envie de dire, c'est l'intention numéro 1. Est-ce que je peux avoir assez de volonté pour maintenir le cap? Moi, je visualise souvent avec une étoile. Je me dis, j'ai un pole star. The pole star for me is not about money, it's not about work, c'est pas l'argent, c'est pas le titre, c'est pas le succès de l'entreprise, c'est pas c'est pas le succès de bien élever la famille, c'est pas le succès de ma relation avec ma partenaire, c'est pas... Oui, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le seul poster qui, lui, par contre, va affecter tout le reste, c'est ma libération. C'est mon harmonie intérieure, c'est ma paix intérieure, c'est d'être heureux tout le temps. That's the pole star for me. C'est ça l'étoile. Et ma volonté à vivre comme ça est tellement forte que il n'y a rien qui va me dérouter. Je suis prêt à plonger 2 mains dedans, deux pieds joints, où est-ce qu'il faut aller, sans jamais oser tourner le dos, puis ne pas aller voir ce qui se cache par peur que ça me fasse mal, ou que ça éveille quelque chose, ou que c'est pas ce que je veux. That's not what I signed up for. Dans le contrat, là, ça veut, tu vas dedans, puis ça fait mal, des fois c'est douloureux, ben that's okay. Ça vient avec. Ben, ça fait partie du chemin aussi. Ça fait partie de votre chemin aussi. Donc, de maintenir le cap, de rester à la barre, d'avoir assez de volonté pour avoir cet idéal, cette intention. C'est peut-être ce seul désir. Peut-être le seul désir qui importe réellement. Hein? Parce que souvent, les paquets d'autres désirs qu'on peut avoir, c'est ceux qui nous amènent à remettre les lunettes, puis à jouer avec le voile, puis à aller essayer de manipuler, puis contrôler les affaires en dedans, puis là, ça... Puis, pas juste en dedans, en dehors aussi, hein? Des fois, on a des désirs qui sont tellement forts. D'ailleurs, c'est le vrai en leadership aussi. J'ai un désir qui est tellement fort d'amener mon équipe à telle place, qu'ils fassent les choses d'une certaine façon, quoi que ce soit, que je me mets à vouloir contrôler, à manipuler, à influencer dans une direction qui parfois n'est pas la bonne, ou peut être malsaine, ou peut être néfaste pour l'équipe, ou pour une personne, whatever. Ça, c'est un désir qui ne devrait pas l'être. Le seul désir qui devrait remplacer celui-là, c'est celui de dire, OK, je vais me l'idée et l'idée ma vie et les autres avec le plus de clarté,
d'équanimité, de joie, d'amour possible. Ça me rappelle les stoïques. Et un autre point, justement. Ça va bien, c'est bon. Always keep watch. J'ai eu la grande chance de travailler avec un homme fantastique. Donald Robertson, c'est un auteur stoïque, un psychothérapeute dans son temps à Londres. Il y a peut-être Ryan Holiday qui est connu à travers le monde pour de tout ce qui est stoïque, puis après, c'est Donald. Il a écrit plusieurs livres, il est brillant, c'est un homme généreux, il est bon. Moi, j'ai adoré travailler avec lui, j'ai fait du coaching one-on-one pendant plus de 2 ans avec lui. Il m'a beaucoup aidé à me transformer. Donald, il m'a amené à voir cette expression que les stoïques ont souvent lorsqu'ils parlent de citadelle intérieure. Est-ce que je peux être au sommet de cette citadelle et justement de keep watch sur ma posture intérieure, ce qui se passe en dedans, et de garder mon équanimité, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui vient vers moi par les situations, les personnes, les circonstances. Est-ce que je peux utiliser toute la sagesse qui m'habite et à laquelle je peux avoir accès pour mener mes actions, mes gestes, mes paroles, mon être, en gardant while keeping watch de cette citadelle intérieure. Les stoïques étaient brillants. Ils avaient une approche qui était, oui, philosophique, qui a influencé le Cognitive Behavioral Therapy, même la base du CBT, c'est du stoïcisme. Ils avaient des vues, des techniques, des approches sur la vie qui s'apparentent beaucoup à ce que les yogis de bien avant eux faisaient. Et c'est de ça dont on parle encore aujourd'hui ensemble. De maintenir le cap, d'avoir cette volonté inébranlable de vouloir être en paix à l'intérieur puis de leader sa vie avec le plus de clarté possible, le plus d'amour possible. Et de garder keep watch, d'être au sommet de sa citadelle à l'intérieur. C'est ce que les stoïques parlaient, c'est ce que les yogis parlaient, c'est ce que on peut dire dans d'autres mots comme étant de garder le siège de sa conscience. C'est comme si, moi je le vois souvent comme ça pour moi, en tout cas, oui, il y a Maxime ici là, qui vous parle, qui est là en chair et en os, mais il y a un autre œil, là. Je sais pas, moi je le visualise comme ça, là. Je vois un autre œil ici en arrière qui, lui, keep watch. Ça, c'est le siège de ma conscience. Si je peux rester là et ne pas aller plonger dans le Maxime qui, lui, a ses propres conditionnements, ses jugements, ses vues, puis ses machins, puis tout le ménage à faire avec ça. Si je peux rester là, il y a quelque chose de très fort, très beau qui a tendance à se passer. Et ça, ben, c'est une pratique. C'est un muscle. Je sais pas comment vous le dire. C'est naturellement, on n'est pas là. On est dans les lunettes, on est dans le voile, on est dans les mains intérieures qui manipulent puis qui contrôlent puis qui jouent avec les affaires en dedans. Et on sort du siège de la conscience. C'est comme si j'étais absorbé par ce qui se passe en dedans. C'est vraiment ça. Hein? La conscience a une qualité. Elle va aller vers ce quoi on donne du pouvoir. Si je suis trop occupé à donner plein de pouvoir à l'espèce de negative narrative en dedans, puis les pensées que j'ai, puis ce que le cœur a à dire, puis les vieilles blessures qui font surface, puis qui me font mal, puis si je suis trop occupé à jouer là-dedans, ben, focuser là-dessus, ben, ma conscience en va là, puis that's it. Alors que
L'idée, si on veut l'idée de façon consciente, c'est de rester là. C'est de rester... Il y en a qui disent au balcon. C'est de rester conscient. C'est de rester centré. C'est de rester... Ouais, comme ça, tout ça. Centré, conscient, au balcon, whatever, appelez-le comme vous voulez, pour justement observer objectivement. Actually, je pense que c'était Krishnamurti qui avait dit que avant même que mindfulness soit un gros trend, avant même John Kabat-Zinn et tous ces gens-là, Krishnamurti appelait la mindfulness de objective observation. C'est beau ça, d'observer objectivement, c'est de la pleine conscience, c'est du mindfulness, c'est tout ça, et c'est ce que les yogis nous ont appris il y a plus de milliers d'années. D'observer objectivement ce qui nous arrive, ce qui se passe en dedans, ce qui est éveillé, c'est de rester conscient, en pleine clarté, dans le siège de sa conscience, justement. Et ça, friends, c'est pivotant dans notre intention de l'idée consciemment. Elle dit, on le disait tantôt, comment je peux l'idée consciemment si je ne suis pas conscient? I'm having fun. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du plaisir à faire cette conversation-là. Une gorgée d'eau, excusez-moi. Et de cette façon-là, on est tous des leaders. Peu importe notre rôle, peu importe qui nous sommes, peu importe notre âge, on est tous des leaders. Et la posture intérieure est la plus importante dans son intention de l'idée consciemment ses enfants, sa famille, ses amis, son entreprise, ses clients, ses employés. Peu importe qui on est, toute la même affaire. Que vous soyez CEO d'une grande banque ou d'une entreprise qui vous fasse des millions ou pas, l'employé qui est dans cette entreprise-là, qui passe le balai, est aussi un leader. Et le CEO aussi. C'est la même chose. C'est la même chose pour tout le monde. On va arrêter là de différencier ce qui se passe en dedans selon notre statut, notre rôle. C'est toute la même bébite pour tout le monde. Et ce qui est beau, dans tout ce processus-là, de toute cette évolution-là de notre conscience, de notre leadership, c'est que quand on a commencé à faire le vrai travail, et qu'on y est fidèle, et qu'on garde le cap, et qu'on commence à comprendre ce qui se passe en dedans, puis qu'on commence à travailler avec nous-mêmes, puis à démêler ou à laisser partir ces spirales, à mettre ça propre en dedans, là, à mettre ça clean. Et ce qui est beau, c'est que tranquillement, on réalise que c'est pas à propos de nous à la fin de la journée. Je me rappelle Simon Sinek avait écrit un livre, je pense que c'était Leaders Eat Last, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus du tout des propos dans son livre. Je suis un peu embêté de bring it up, mais la raison pour laquelle je pense à ça, c'est que je pense que c'est facile de conceptualiser le fait que je suis leader, leader eat last. Je fais passer mon équipe, leurs besoins, ma famille, mes enfants, peu importe le type de leadership, encore une fois, là, je fais passer mon équipe, les autres, je me dédie à eux.
suis là pour les aider. Ça, on le comprend tous. C'est un no-brainer quand on parle de leadership. Mais fidèle à moi-même, quand c'est toujours souhaitant aller aux racines des choses, à l'essence des choses, prenons-le sur un autre angle. Dans tous les grands textes, ancient texts, surtout hindous que j'ai pu lire, il y a un concept. C'est même pas un concept. Non, ça peut pas être un concept. Un concept, c'est une création humaine. C'est pas un concept, c'est une vérité, je vais le dire comme ça. Il y a une vérité qui est partagée et qui s'appelle le dharma. De vivre son dharma, c'est a lot distorted. Les gens vont jouer avec ça, là, puis ils vont l'amener dans les cases de sa raison d'être, son purpose, son calling, machin. Un peu comme le ikigai. D'ailleurs, le ikigai, les 4 cercles, là, c'est pas ça. Là. Ça, c'était un Espagnol qui a créé ça. On est loin du concept ikigai des vrais Japonais. Donc, ikigai, dharma, dans son essence, peut être similaire. Le dharma ne s'explique pas en un mot. Il n'y a pas un mot qui traduit bien ce que c'est. Je vais vous le traduire en une phrase, par contre. Je vais même vous donner une histoire autour de ça pour que ça colle bien chez vous. Je parlais à un moment donné avec un ami qui a un super parcours, un gars, un exécutif haut niveau, qui a fait des belles choses, mais avant ça, il était chief of staff pour un cardinal. Avant ça, il était prêtre. Alors, il a tout un beau parcours, cet homme-là. Et on avait une conversation, c'était même pas à propos de lui ou de moi. Like two buddies kicking the can, having a good chat. Et puis, il me parlait d'acceptation. Je me rappelle lui avoir dit, tu sais, il faut aller plus loin que l'acceptation. Quand il y a des choses qui se présentent à nous, des personnes qui se présentent à nous avec lesquelles on a la difficulté à danser, souvent on va dire il faut accepter. C'est un discours qu'on entend souvent. Il faut juste que tu acceptes, que tu acceptes. Il faut accepter ci, ça. Oui. Oui. I'm not in opposition to that. Je me pose pas à accepter les choses. C'est important, oui, c'est bien. Mais souvent d'accepter, quand on prend le temps de s'asseoir avec la situation, la personne qu'on doit accepter, on peut retracer des petites poussières de résistance. Alors, j'accepte ce qui s'est passé ou ce qui a été fait parce que la bonne chose à faire ou je sais que je dois accepter ou tu sais, whatever. Mais encore un petit résidu là, de résistance à l'intérieur. Et je lui disais, il faut aller plus loin que d'accepter. Il faut honorer et respecter tout ce qui se présente à nous. Personne, circonstances, événements, whatever that is. La mort, la maladie, la confrontation, peu importe. D'accepter, c'est pas suffisant. Il faut honorer et respecter. I know it's a big step. Mais c'est aussi ça, le dharma. C'est d'honorer et d'accepter tout ce qui se présente à nous. Peu importe ce que c'est. Et de faire de notre mieux pour servir ce moment-là. Et c'est la même chose dans le leadership conscient, que vous le prenez au niveau de votre leadership intérieur, que vous l'amenez au leadership de votre famille, vous l'amenez au leadership de votre bureau, vos business, vos employés, machin. Même chose. La vie étant ce qu'elle est, elle va vous présenter un paquet d'événements, de circonstances, de personnes, de situations. Et est-ce que vous pouvez honorer et respecter chacun
Et chacune de ces expériences-là, chacun de ces événements-là, chacune de ces expériences-là, et faire de votre mieux avec ce qui vous est demandé maintenant. C'est ça le dharma. Et c'est ce aussi qui vous est demandé à tout moment dans le leadership conscient. Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la même boucle qui repart. Hein? Si je résiste, si je m'oppose, si je me mets à essayer de contrôler ou de manipuler, ou si à l'inverse, je me laisse guider et mener par tous mes schémas, puis mes conditionnements, puis mes traumas, puis mes peurs, puis mes jugements, puis mes opinions, puis mes machins, puis toutes les spirales que j'ai en dedans, que j'ai pas encore laissé passer, ben je n'aurai rien puis je respecte rien. Là. Je fais juste bump heads et m'opposer, contrôler, manipuler ce qui se présente à moi. Et il n'y a pas d'évolution dans ce temps-là. Et assurément, ben, on n'est pas consciemment quand on est dans cette dynamique, dans cette énergie-là, dans cette façon de faire. Alors, oui, je disais tantôt sur ce point que c'est pas à propos de nous. On est allé loin, on est allé deep. Mais c'est pas à propos de nous à cause de ça. Et là, je vais fermer la boucle sur notre conversation en disant que non seulement c'est pas à propos de nous, mais que c'est de servir le moment, les gens. Et c'est en redonnant et en servant le moment et les gens qu'on vient de faire like a full circle sur comment la vie opère à travers nous et pour nous. Tu sais. Assurément, dans ce parcours-là, ça va choper en quelque part pour vous. Peu importe au niveau à lequel vous l'amenez. Que ce soit le leadership intérieur ou le leadership extérieur. Ça va choper pour tout ce qu'on s'est partagé aujourd'hui. Et c'est parfait. C'est parfait parce que ce sont tous des opportunités de l'idée plus consciemment, de vous libérer un peu plus, d'aller chercher un peu plus d'harmonie, de paix intérieure, de clarté, d'amour, envers soi, envers les autres. C'est tout naturel que ça se passe comme ça, c'est normal et c'est correct. Don't fight it. Don't fight it, welcome it, honor it, respect it, hein? Accueillez-le, accueillez tous ces moments qui chopent dans votre parcours de vouloir l'idée consciemment et utilisez-les. Un de mes coachs, Brian, disait « Use it as a fuel for growth ». C'est comme si tous ces événements-là, toutes ces personnes, toutes ces expériences externes qui venaient activer les cochonneries en dedans, là, puis qui venaient activer la mentale, puis le cœur, puis la spirale dont on parlait tantôt, c'est comme si on les prenait, puis c'était un peu d'huile qu'on mettait sur le feu. Puis peut-être qu'à la fin de la journée, on va réaliser qu'on passe notre vie autour du feu. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'être dedans non plus. Le feu, il peut être le fun. Quand on le regarde, quand on l'utilise, quand il nous réchauffe, il peut être bien le feu. Il peut être positif. Il peut être utile. Et c'est ce que les stimuli externes et internes font pour vous. Utilisez-les. Encore une fois, respect, honor.
use it as fuel for growth. Alors, je pense que c'est le temps de commencer à clore notre conversation. On a fait un grand bout de chemin sur le voyage du leadership conscient. On l'a amené 180 degrés. Merci si vous avez écouté avec moi, ou si vous êtes resté avec moi plutôt jusqu'à la fin. Je sais que je vous amène complètement ailleurs et que je vais deep et que c'est pas tout le monde qui est prêt à aller là encore. Mais si vous m'avez écouté à la fin, c'est parce que vous avez l'ouverture, vous avez la conscience, vous avez l'intention, l'intérêt de parcourir ce chemin-là. Et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, que vous pouvez offrir le monde. C'est le plus beau cadeau. C'est l'invitation que je vous lance. Offrez-vous ce cadeau-là, finalement. Osez plonger, regarder objectivement ce qui se passe en dedans, comprendre, le laisser passer. Work with yourself, comme je dirais en anglais. Travaillez avec tout ce qui vous est offert, qui vous est présenté. Utilisez-le comme l'essence pour votre croissance. Ouh, ça rime en plus, c'est bon ça. Utilisez-le pour vous libérer, pour mener plus consciemment, pour leader plus consciemment. Et la recette, je ne l'ai pas. Elle va se dessiner pour vous. Elle n'a pas besoin d'être écrite dans un livre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des étapes. Ça va se faire toute seule, honnêtement. Si seulement vous gardez le cap, que votre intention, votre volonté est inébranlable dans le désir d'être plus conscient, de vous libérer. Oui, ça va se faire tout seul. J'ai pas besoin de vous donner des étapes, une recette, un cookbook. Just work with yourself. Travaillez avec vous-même, soyez très objectif et honnête. Et tranquillement, libérez-vous, laissez aller les petits morceaux. Commencez pas par les plus gros. On a tous nos propres défis, on a tous notre histoire. Et moi, j'ai déjà essayé de commencer avec les gros. Vous pouvez lire un peu peut-être sur ça. Je partage pas généralement mon histoire parce que maintenant je vois plus la pertinence de faire ça, mais oui, on a tous notre histoire et la mienne, elle est teintée d'abus physiques, d'abus psychologiques, de trauma comme ça qui m'ont suivi. Puis j'ai essayé de commencer par ces gros morceaux-là. Ça m'a pas aidé tellement. Quand j'ai commencé avec les plus petits morceaux, par contre, les plus petits morceaux aussi simples que mon petit bitchage là, quotidien, là. Quand j'ai commencé à travailler avec ça, il y a une progression phénoménale qui s'est faite sur les plus gros morceaux. Et c'est naturel, parce que du moment qu'on laisse les choses aller, qu'on s'y attache pas, qu'on ne commence pas à en faire tout un plat, à les garder en dedans, puis à jouer avec, puis à laisser l'esprit et le cœur mener le bal, laisser toute la place à l'ego, ben, il commence à mourir, lui, tranquillement. Et plus il se tait, plus il y a moins il y a de place, plus il y a place pour l'amour, plus il y a de place pour cette énergie qui est si forte, là, qui est si belle en nous, plus elle prend de la place, puis plus elle fait le ménage. Puis plus elle laisse aller les choses, puis elle fait passer les blocages, puis les spirales, puis les machins. Là. Alors, ouais, c'est un peu drôle que je vous dise ça. Là. C'est pas tellement vendeur. j'ai pas de recette, j'ai pas de cookbook, j'ai pas de cours et de 10 étapes à vous suggérer pour vous amener à l'idée consciemment et à être en harmonie
et en paix intérieure. Je vous dis que c'est un processus qui va se faire naturellement, qui n'est pas facile, mais qui se fait et qui est beau, et c'est ce que je vous souhaite. Et si vous sentez le besoin d'explorer davantage, ça me fera plaisir d'aller parler dans vos entreprises, de faire des conférences, des keynotes. Ça me ferait plaisir de t'accompagner en one-on-one, ceux qui en sentent le besoin. Ça, je peux faire ça. Mais encore une fois, je ne vous donnais pas de cookbook et de recettes tout cuite. On va parler, on va explorer et je vais vous aider à vous élever. Ça, je peux faire ça. Wow! Wow! Ça m'a grandement énergisé cette conversation. Merci. J'espère que ça en aura fait autant pour vous et que ça leur a amené la perspective, quelques nuggets au passage et que vous allez aborder le leadership conscient à son essence. Merci. Je vous dis ciao, à bientôt. Salut.